Bonjour, nous recevons aujourd'hui une sœur, une militante, une combattante, Madame Nadège Pondi Congo. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Alors, on sait que vous militez dans plusieurs associations. Vous êtes, vous n'allez pas me contredire, une star des réseaux sociaux congolais. Vous communiquez beaucoup. Mais ma question est de savoir pourquoi une femme comme vous, au lieu de faire comme les autres femmes congolaises, en tout cas la majorité qu'on voit sur les réseaux sociaux tous les week-ends, en train de faire des barbecues, en train de faire des fêtes, qu'est-ce qui fait, vous, que vous communiquez autrement, c'est-à-dire que vous vous engagez? Est-ce que vous ne perdez pas votre temps dans cette cause pour une femme comme vous? Merci mon frère. Non, moi, je pense que c'est quelque chose qui est en moi. Je ne me force pas, ça m'est venu comme ça. Et moi je me trouve plus utile pour lutter pour mon peuple. Et c'est quelque chose d'ailleurs que en tout cas certaines femmes, quelques-unes devraient justement y songer. Parce que dans ce qui se passe dans notre pays, les premières victimes, ce sont nous. C'est nous les femmes. Ce sont les femmes et les enfants. Et la femme, c'est elle qui, normalement, qui est la détentrice. C'est elle qui est la base de la nation. C'est par elle que viennent les hommes, les humains au monde. Donc elle a beaucoup à faire. Moi, je me suis engagée dans la lutte parce que c'est un besoin pour moi d'accomplir cet acte-là de combattant. Et voilà. Et donc, j'encourage certaines femmes aussi. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui aura cette possibilité de le faire. Mais je souhaite vraiment que la plupart, certaines femmes, nous rejoignent dans le combat. Nadège Pondi Congo sur Congo Liberty. En tout cas, nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui parce que c'est pas très courant de recevoir des sœurs, des mamans, des filles, comme vous le dites si bien dans vos vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous comprenez aussi que les femmes ne soient pas dans cette lutte, en tout cas sur le plan médiatique, parce qu'elles ont quand même beaucoup d'occupations familiales, le travail également, même s'il y en a d'autres qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à faire la fête. Est-ce que ça, vous le comprenez? Et vous-même, comment vous vous organisez? Parce que c'est pas évident. C'est vrai que effectivement, je comprends certaines d'entre elles. Je comprends. Mais cela dépend aussi de l'éducation, de comment elles ont été éduquées, dans quel environnement elles ont grandi aussi. Par ailleurs, je ne les juge pas. Chacun fait ce qu'il sent, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, j'arrive à m'organiser, je travaille, j'ai des enfants et j'arrive de temps en temps à communiquer, à faire ce qu'il faut pour mon peuple. Parce que j'estime que travailler, lutter pour les droits les plus fondamentaux pour notre peuple, c'est un devoir. Et c'est un devoir non seulement pour moi-même, mais même pour mes propres enfants, parce qu'il faudrait qu'ils vivent, qu'ils grandissent dans cet environnement-là. Et donc, c'est logique pour moi de m'engager dans ce combat-là. Mais, je répète, je ne juge pas mes sœurs. Par ailleurs, il faudrait savoir que dans les pays comme les nôtres, au Congo-Brazzaville, comme au RDC, lorsqu'il y a des guerres, ce sont souvent les femmes qui sont les plus victimes, qui sont les premières victimes. Les femmes, dans nos pays, sont utilisées souvent comme des armes de guerre. Elles subissent des viols, donc entraînant des maladies. Donc vraiment, c'est quelque chose de difficile, de très difficile à vivre, surtout lorsqu'on a des enfants. Et pour moi, c'est fondamental que je m'y engage, que j'entre, que je fasse tout mon possible, en tout cas tout ce que je pourrais, pour justement lutter contre les injustices que subissent les femmes. Au Congo-Brazzaville, je trouve que nous, les femmes, nous sommes vraiment en retard par rapport aux autres pays comme l'Afrique de l'Ouest où les femmes sont vraiment engagées. Elles arrivent à faire ce qu'il faut, elles arrivent à gérer leur foyer tout en militant pour les biens, pour la lutte contre les injustices que subissent les femmes et que subissent nos enfants et nos maris. Voilà. Donc les femmes, ce sont les premières victimes
de ces injustices-là et nous avons le devoir en tant que femmes de les dénoncer. Merci, très chère sœur. En tout cas, comme le rappelait la sœur Nadège Pandji-Congo, effectivement, dans un pays comme le Congo-Brazzaville, les femmes sont la première victime de cette mauvaise gouvernance. On parle même d'enfants, en tout cas de filles qui sont pratiquement jetées à la prostitution. C'est ça. Donc ça, ce sont vraiment des faits qui montrent bien que nos sœurs, nos filles, nos mamans sont vraiment victimes de la malgouvernance. Et preuve que le docteur Mukwege de la RDC, dans son combat, a été récompensé avec le prix Nobel de la paix. Alors, ma sœur, vous êtes engagée au Congo-Brazzaville contre le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, si j'ai bien compris, c'est bien ça? C'est ça. Et pourquoi vous êtes contre un pouvoir qui essaie, bon an, mal an, de faire avancer le pays? On parle d'émergence d'ici à 2025. Qu'est-ce qui fait que vous soyez opposé à ce régime et pourquoi ne le rejoignez-vous pas, par exemple, pour apporter votre pierre à l'édifice? Non, les faits parlent d'elles-mêmes. Il est clair que rien n'est fait au pays, cela se voit. Et je souhaiterais avant de répondre à cette question, de revenir justement sur toujours la question des femmes. C'est un de mes frères, hein. C'est pas mais c'est un de mes frères qui m'a fait comprendre qu'il y a des enfants de 8 ans, que les parents envoient à la prostitution, 8 ans qui envoient à la prostitution. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas de salaire. Pour vivre, c'est difficile. Et on m'a même expliqué qu'au pays, au Congo-Brazzaville, apparemment, on dirait que ceux qui ont des enfants, donc des filles, ne peuvent pas mourir de faim. Donc allez-y comprendre. Donc on encourage la prostitution. On encourage la pédophilie. La pédophilie. Et donc, c'est vraiment très difficile. Donc, ça se voit très bien que M. Sassou ne fait strictement rien avec son gouvernement. Si les parents avaient la possibilité ou bien les moyens pour prendre soin de leurs enfants, on ne verrait pas des enfants de 8 ans dans la rue. Et même en ce net moment, il y a aussi des enfants de rue qui dorment dehors. Est-ce que là, c'est plutôt un problème, est-ce que c'est pas plutôt un problème d'éducation dans les familles? Est-ce que finalement mettre tout sur le dos de M. Denis Sassou Nguesso, c'est pas un tout petit peu abusé? Est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement un problème aujourd'hui dans les familles congolaises d'éthique, de morale? Non, ça en fait c'est un cercle vicieux. C'est quelque chose que à l'époque, on ne vivait pas ça, on ne voyait pas ça, on ne voyait pas des enfants de la rue, on ne voyait pas des enfants de 8 ans aller se prostituer, on ne voyait pas des maisons closes, non, on ne voyait pas tout ça. C'est parce que les gens, ce gouvernement est incapable, c'est même pas qu'ils sont incapables, mais je pense que c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils font sciemment. C'est quelque chose qu'ils font sciemment parce qu'ils ont nous avons tout ce qu'il faut dans notre pays pour que les gens puissent avoir le minimum, le nécessaire. Les retraités ne sont pas payés. Les gens qui sortent des écoles diplômés, ils ne peuvent pas trouver un travail. Et pour trouver un travail, j'ai appris qu'en plus, il faut encore payer les patrons pour qu'on puisse nous engager, nous embaucher. Donc bref, c'est un cercle vicieux. Et donc forcément, quand la tête est malade, j'ai toujours dit, quand la tête est malade, c'est-à-dire le gouvernement, le président, s'il ne gère pas les choses correctement, rien ne marche. Nadège Pandji-Congo sur Congo Liberty. On sait également, en tout cas on ne l'a pas dit dans notre propos préliminaire, mais vous militez au MPA. Vous allez nous parler un tout petit peu du MPA. Il est de mémoire dirigé par le doyen Ebenga. Donc c'est un mouvement patriotique, mais qui soutient le général Mokoko et bien d'autres. Qu'en est-il du MPA? Et pourquoi vous aujourd'hui, vous avez soutenu le général Mokoko? Le général Mokoko, c'est quelqu'un qui a été plébiscité du nord comme au sud, partout. On a rarement vu, de nos jours, après Pascal Lissouba, quelqu'un qui a été accepté du nord comme au sud. Et donc, moi je soutiens, donc je suis au MPA parce que je suis contre l'injustice. C'est quelqu'un qui est détenu arbitrairement parce que justement on ne voulait pas qu'il soit président de ce pays-là. Donc, et comme
je suis là pour la lutte citoyenne, comme je travaille aussi avec le ras-le-bol, le mouvement citoyen ras-le-bol. Comme je suis là pour la lutte citoyenne, je ne peux que, logiquement, soutenir le général Mokoko. Et donc, raison pour laquelle je suis aussi au MPA. Et le général Mokoko que vous soutenez, bon, on va peut-être pas parler de choses qui fâchent, mais certains disent qu'il a quand même péché par naïveté ou ignorance. On savait bien que M. Denis Sassou Nguesso ne pouvait pas partir du pouvoir par les urnes. Est-ce que le général Mokoko n'aurait pas dû, comme M. Denis Sassou Nguesso, porter sa tenue de militaire et croiser le fer directement par la force pour arriver au pouvoir? L'une des causes pour lesquelles je soutiens justement le général Mokoko, c'est parce qu'il n'a pas voulu que le sang de son peuple coule à nouveau. Et il a voulu aller, il s'est cru, il s'est dit que par les urnes, ça serait la chose à faire. Donc il n'a pas voulu, en tant que militaire, justement, faire encore couler ce peuple-là, le sang de ce peuple-là qui est déjà meurtri depuis plusieurs années. Est-ce qu'il n'a pas été abandonné par le peuple dont vous dites qu'il a quelque part plébiscité? On a arrêté le général Jean-Marie Michel Mokoko comme on arrête un simple civil. Il n'y a même pas eu un coup de feu, il n'y a même pas eu un pneu brûlé dans la rue. Aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour vous de passer à autre chose? Non, non, il n'est pas question de passer à autre chose. Mettez-vous à la place de cette personne. Par exemple, si moi je me retrouvais par exemple en prison, je souhaiterais quand même que les gens agissent pour moi. Donc, on dit toujours qu'il faut faire aux autres ce que l'on voudrait bien que l'on fasse. Pourquoi oublier une personne qui n'a pas voulu, en fait, il n'a pas voulu penser qu'à lui, il a d'abord pensé à son peuple. Raison pour laquelle il n'a pas voulu mettre sa tenue de militaire. Quant au peuple, le peuple qu'il a soutenu, nous savons que dans ce pays, la liberté d'expression est durement réprimée. Les gens ne peuvent pas réagir. La preuve, en 2015, lorsqu'il y a eu changement de la Constitution, les gens sont sortis dans la rue. Il y a eu quand même des mouvements, mais ce mouvement a été durement puni. Il y a eu vraiment une forte répression de la part du gouvernement. Et d'où des morts. C'est pas que le peuple ne veuille pas faire, mais tout est fait en fait. Tout est fait contre ce peuple-là pour qu'il ne puisse pas justement se révolter. Mais je pense que tôt ou tard, le peuple gagne toujours. Ils vont toujours forcément se lever, s'insurger contre ce gouvernement-là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça se fera toujours. Nadège Pandji-Congo sur Congo Liberty. Je sais que vous militez contre le tribalisme au Congo-Brazzaville, mais bon, pour ceux qui vous connaissent, vous êtes originaire des pays du Niari, en particulier de Muyonzi, où une ministre, Madame Ikolo, qui est également originaire de Muyonzi, est en tout cas accusée d'avoir dilapidé des fonds. Et là, on a vu même des gens qui finalement sont contre Denis Sassou Nguesso prendre fait et cause, en tout cas je vous parle de ceux qui sont effectivement de Muyonzi, qui ont défendu Madame Ikolo sur le simple fait qu'elle soit de la même ethnie qu'eux. Est-ce que vous, en tant que ressortissante des pays du Niari, en particulier de Muyonzi, vous prenez fait et cause pour Madame Ikolo qui, dans tous les cas, reste pour nous présumée innocente? Oui, on peut parler de présomption d'innocence, ça je suis d'accord, ça c'est sûr. Cependant, nous savons tous qu'elle est au PCT. Et la coutume au PCT, ce sont des gens qui sont là, ils volent. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour la population. Ce sont des gens qui sont là pour leurs propres besoins. Et moi, personnellement, oui, je suis Bembe, mais je ne la défends pas. Bien, elle peut être présumée innocente, mais je ne la défends pas personnellement. Il faut que nous arrêtions cette attitude où, quand une personne est de votre région, si par exemple, ça s'est avéré qu'elle n'est pas innocente, il faut qu'on arrête de prendre parti parce qu'elle est de notre région. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je militerai toujours pour ça. La justice, elle est pour tout le monde. Voilà. Nadège Pandji-Congo sur Congo Liberty, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. En tout cas, aujourd'hui, on a la voix d'une femme, d'une militante, d'une résistante qui, j'espère, va continuer à nous étayer, à nous expliquer
les faits qui se passent au Congo-Brazzaville. Alors, Madame Nadège Pandi-Congo, vous militez dans cette diaspora congolaise en France particulièrement, mais on voit bien que la diaspora congolaise, à laquelle moi-même, Ingwa, j'appartiens, est à l'image du personnel politique au pays, c'est-à-dire que le tribalisme est bien installé en nous, en tout cas ici dans la diaspora. On voit bien que finalement, il faut reprendre une expression, diaspora congolaise, diaspora yanzala. On voit bien que les gens se font acheter pour rien. On voit bien que cette diaspora-là, finalement, est à l'image des politiciens du pays. Est-ce que vous allez dans ce sens, vous nuancez, ou finalement, vous vous dites il n'y a pas grand-chose à faire dans cette diaspora? Moi, c'est ce qui est sûr, moi, je nuance. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes convictions. Mais ce qui est sûr, effectivement, la diaspora congolaise ressemble à l'image des politiciens du pays. C'est-à-dire que ce sont des gens qui suivent les gens par rapport à leur appartenance ethnique. Et moi, je m'insurge vraiment contre cette attitude. Il faut vraiment, si réellement on a le souci de ce peuple-là, il faut qu'on commence à dépasser certains raisonnements. Et si on est venu à l'étranger, c'est justement pour voir comment réagissent les autres, comment vivent les autres. Il faut changer notre manière de voir, il faut changer notre langage. Et il y a un grand travail à faire. Personnellement, je ne suis pas pessimiste. Je sais que tôt ou tard, cela se fera. Il y a des on a besoin de la convergence des luttes. Ça, c'est clair et net. Aucune ethnie ne pourra faire quelque chose pour ce peuple-là s'il ne va pas, ou cette ethnie plutôt, ne va pas vers les autres. On a vraiment besoin de la convergence des luttes. Mais ça doit être une convergence qui doit être vraiment sincère, avec plein d'amour pour le peuple. Si on est motivé, si nos premières motivations, ce sont l'amour du pays, l'amour de notre peuple, la justice, vous verrez que tout ira pour le mieux. Il faudrait que nous sachions en plus que ce qui s'est passé, les guerres, les différentes guerres que nous avons vécues, ça et là, il faut que chacun de nous arrive à dépasser cela. Si on n'arrive pas à dépasser cela, on ne pourra strictement rien faire pour notre peuple, nous qui avons eu la chance de venir à l'étranger. Et donc, il y a certains langages qu'on doit bannir totalement, comme les mochis, les nibolèques, les tchèques, tout ça, ce sont des langages que nous devons totalement proscrire de notre raisonnement. Est-ce que, Madame Nadège Pandi-Congo, vous n'êtes pas, vous allez m'excuser, naïve? On voit bien que la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso est une gouvernance à caractère ethno-clanique. Aujourd'hui, on ne parle même plus du clan Mochi, comme vous avez dit, mais on parle de la famille Nguesso qui, finalement, s'est accaparée des richesses du pays. Mais au-delà de ça, il y a bien une discrimination. Est-ce que, pour revenir à ce que je disais tantôt, vous n'êtes pas naïf, est-ce que vous comprenez aujourd'hui, au vu de ce tribalisme-là, il faut dire que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas finalement le premier à avoir gouverné comme ça. Il y a déjà à l'époque de Diawara, avec le mouvement M22 qui s'était insurgé contre l'Obumitri, donc ça vient un tout petit peu de loin quand même. On peut aussi reprocher à tort ou à raison ce type de gouvernance à d'autres présidents. On a accusé le professeur Pascal Lissouba également, dans une moindre mesure, d'user du tribalisme. Bon, bref. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, au vu de la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso, qu'une partie des ressortissants du Sud demande tout simplement la scission du pays entre le Nord et le Sud? Non, ce n'est pas de la naïveté. Hein. Quand on observe un peu le monde, l'histoire du monde, ce sont des choses qui ont toujours existé, comme vous l'avez dit, mais ce sont des choses que l'on finit toujours par dépasser. Il est vrai qu'en effet que M. Sassou Nguesso dirige avec son clan, sa famille, mais nous savons qu'autour de cette famille, il y a des gens, il s'est arrangé à récupérer des cadres de chaque région, justement pour soutenir
son pouvoir. C'est vrai qu'il y a dans ce gouvernement, il y a beaucoup plus de Mboshi. Mais quand même, je souhaite quand même que les gens comprennent que s'il y a 100 Mboshi qui existent au Congo-Brazzaville, vous n'allez pas me dire que tous les 100 profitent justement des largesses du pouvoir. Et donc justement, ils ont la présomption d'innocence, s'il y a même 10%, ils ont le droit justement à intégrer justement cette convergence-là des luttes. Voilà, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Il faudrait pas oublier que il y a eu plusieurs témoignages, hein, que une bonne partie de Mboshi aussi, comme au nord, certains nordistes, subissent aussi en fait ce pouvoir-là. Et il faut et par-dessus le marché, lorsque ces gens-là osent justement s'insurger contre ce pouvoir-là, ils sont automatiquement assassinés, emprisonnés. Et donc, il ne faudrait pas que les Congolais sachent, il ne faudrait pas que les Congolais se disent que c'est juste ceux du Sud qui subissent. Non, la misère, elle est partout. La misère est partout. On peut compléter en disant que le général Mokoko, que vous soutenez, finalement est du Nord, mais il a été jeté en prison dans une moindre mesure. Au Kombi-Salissa. Au Kombi-Salissa également. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et quelqu'un m'a bien dit que il y en a qui se seraient partagés en fait le pays en trois. Donc le Nord, M. Sassou estime que c'est pour lui. Et donc tous ceux qui sont du Nord, même qui pensent qu'ils gouvernent très mal, quand ils osent justement s'insurger, ben, on connaît leur sort. Madame Nadège Pondji-Kongo, nous arrivons au terme de notre mission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez la parole. Oui, je voudrais, peuple congolais, mes bien-aimés, que nous comprenions une chose. Si l'on n'arrive pas à dépasser le clivage ethnique, on ne va jamais y arriver. Surtout nous qui sommes dans la diaspora. Le fait que nous sommes dans la diaspora, ce n'est pas un hasard. Nous sommes, par exemple, nous sommes comme des parents de ceux qui sont au pays. Et nous avons donc le devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il y ait convergence des luttes, mais la véritable convergence des luttes. Dans l'amour, dans le respect, dans l'humilité, et que donc les 12 départements, se retrouvent dans cette convergence-là, que les ethnies se retrouvent dans cette convergence. Dans même un Mboshi qui n'a rien à voir avec ceux qui sont au pouvoir, qu'ils se retrouvent dans cette convergence-là. Ça ne nous fera que du bien. Et comme je l'ai toujours dit depuis le début, notre combat, notre lutte est avant tout spirituelle. Pour les spirituels, vous saurez que tout se fait d'abord dans le monde spirituel avant que cela n'arrive en plein jour. Raison pour laquelle j'encourage les frères et sœurs congolais à se pencher vraiment sur le volet spirituel qui va vraiment nous aider, quitte à revenir au Dieu de nos ancêtres qui est Nzambe pour nous tous les deux. Voilà, merci mes frères et sœurs. Il faut qu'on comprenne aussi que tous ceux qui sont morts, qui ont été assassinés depuis des années, des décennies, il faut que l'on comprenne qu'on a besoin de la justice. Notre sol à nous est souillé par toutes ces assassinats. Et donc on a besoin que justice soit faite. Et pour que justice soit faite, il faut que toutes les communautés se retrouvent justement pour en discuter. Et là où il y a des morts, là où il y a des innocents qui ont été tués, on ne peut pas, c'est difficile pour nous d'avancer sans qu'ils aient obtenu justice. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs, notre sol est souillé depuis des générations, souillé depuis des décennies. Il y a le cardinal qui a été tué, il n'y a pas que lui, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Tous ceux qui ont osé se lever contre cette personne-là, M. Sassou Nguesso, ils ont été assassinés. Et donc, pour que chacun puisse retrouver aussi sa quiétude, pour que ce pays-là puisse connaître aussi la paix, il faut que nous qui sommes ici en vie encore, que nous puissions nous réunir pour justement apporter une réelle justice à ces assassinats-là. Voilà. Madame Nadège Pondji-Kongo, on vous remercie et puis vous serez toujours la bienvenue avec d'autres femmes d'ailleurs sur Congo Liberty. Nous sommes à la disposition du peuple congolais, mais également à la disposition de toutes les militantes et tous les militants du Congo-Brazzaville à travers le monde. On vous remercie, on vous dit à très bientôt. Merci mon frère.